Bonjour Marcelin Nadeau. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi. Vous êtes député sortant dans la circonscription du Nord et représentant du parti PIA et au national Nouveau Front Populaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette alliance des gauches? Alors, vous avez bien dit que je suis un Martiniquais. Ouais. Mais je suis un Martiniquais progressiste. Mon progressisme fait que je suis pour le droit à l'autodétermination des peuples et de mon peuple en particulier. Cela étant, il faut tenir compte des réalités dans un contexte où on sait que la majorité n'est pas prête pour faire le pas nécessaire. Et en même temps, il y a des souffrances, il y a des inégalités, il y a d'énormes problèmes. Il y a un risque de dilution de notre peuple. Donc il faut interpeller en fait, de façon fraternelle, les organisations de la gauche française pour que dans leur prochaine gouvernance, nous espérons que la gauche va gagner, puisque nous sommes leurs alliés, nous arrivions à mettre en place des mesures très concrètes pour régler les problèmes en Martinique. Bon, il y en a qui incombent forcément à la collectivité territoriale de Martinique. Oui, tout à fait. Il y en a qui incombent aux communautés d'agglomération, les fameux établissements publics de coopération intercommunale. Il y en a qui incombent aux communes, mais globalement, sans un État stratège sur des questions, notamment en matière d'inégalité des territoires, notamment en matière de désertification médicale, sur les problématiques de dysfonctionnement du système de santé. Mais je crois qu'on a besoin quelque part de cet État stratège, d'un État solidaire, mais qui ne nous oblige pas à renoncer à ce que nous sommes pour pouvoir mettre en œuvre les politiques publiques nécessaires pour sortir de l'ornière. Donc selon vous, ça ne pourrait marcher qu'avec une coopération de toutes les instances nationales et locales? Absolument, il faut une contractualisation d'objectifs. C'est déjà un peu le cas dans les documents officiels et sur tous les schémas qu'on a. Mais après, un schéma, c'est une approche, je veux dire, formelle, formalisée, mais il faut de la volonté politique. Et je crois que nous avons fait un travail en amont, c'est ce qu'il faut retenir. Nous, députés sortants de l'ex-NUPES, pour convaincre nos partenaires, nos collègues députés progressistes de la NUPES, de la nécessité de sortir de ce que Aimé Césaire appelait la tyrannie par l'indifférence. Parce qu'il faut bien faire comprendre aux Français que nous ne sommes pas un simple rocher au milieu de l'Atlantique, répondant aux intérêts français au niveau des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Nous sommes un peuple qui a le droit d'exister, et qu'au sein de ce peuple, il y a des souffrances, il y a des inégalités, et que la France a un devoir, puisque nous sommes depuis la loi de 1946 intégrés dans le modèle républicain français. Elle doit notamment prendre ses responsabilités pour faire en sorte que les problématiques d'inégalité notamment ne se développent. Et encore plus, je dirais, que la France, comme l'Europe d'ailleurs, a à notre endroit un devoir de réparation sur beaucoup de sujets. C'est le cas de l'eau, c'est le cas aussi de l'éducation, c'est le cas des rattrapages nécessaires, etc., etc. On parle d'identité martiniquaise. Quelles sont vos propositions pour, à l'échelle nationale, renforcer cette identité martiniquaise? Alors déjà, je pourrais parler, me projeter dans le futur, mais je suis un député sortant avec des actions concrètes, précises, un bilan. Et en 2 ans, on a fait beaucoup de choses sur beaucoup de sujets. Et sur cette question de l'identité, j'ai été co-signataire d'une proposition de loi de députés réunionnais de mon groupe, je parlais de Frédéric Maillot, sur la valorisation des langues régionales dans les 10 Outre-mer comme moyen efficace en matière pédagogique, en matière d'éducation. Par exemple, ça c'est un élément qui repositionne notre langue maternelle, au centre du système pédagogique et éducatif, alors qu'il est dans ce système éducatif, même s'il y a quelques évolutions, CAPESCA, etc., mais il demeure encore pour nous par trop marginalisé. Donc la fameuse proposition de loi, votée d'ailleurs, qu'a porté mon collègue Frédéric Maillot, que nous avons soutenu et co-signé, est de nature à permettre justement à repositionner le créole de manière plus centrale, sans exclure le français, bien sûr. Tout à fait. Et pour continuer sur la question de la culture et de l'identité, pourquoi, déjà, est-ce que selon vous c'est important, et pourquoi de garder la culture accessible pour tous? Moi je crois que le principe de la démocratisation culturelle est pour moi essentiel.
Et je crois qu'en Martinique, on n'a pas tous les ingrédients de cette démocratisation culturelle. J'ai été maire de prêcheur, je me suis battu pour le front culturel Ouais. et je me suis battu contre les inégalités territoriales en matière de culture. Elles sont trop fortes, trop importantes. Alors, il y a 3 niveaux en matière culturelle. Il y a le niveau de la formation. Par exemple, j'étais pour un schéma à l'époque départemental des enseignements artistiques pour que dans chaque zone, micro-zone de Martinique, à chaque bassin de vie, qu'il y ait des conservatoires, qu'il y ait des micro-conservatoires à rayonnement dit communal sur certains apprentissages. Pour le spectacle vivant, je parle bien de danse, musique, théâtre. Après, qu'il y ait au niveau de la Martinique, ce qu'on pourrait appeler à l'époque un conservatoire départemental, et après qu'il y ait d'autres niveaux, parce que c'est ça aussi, il y a plusieurs niveaux. Ça, c'est au niveau de la formation. Au niveau maintenant de la création, de la production culturelle, nous étions pour aussi que cette production aille au plus près des gens des fois, par le biais de la multiplication de résidences d'artistes, etc. Et puis la question de la diffusion, c'est aussi la question de la démocratisation. Mais tout est lié. Si vous décidez, au titre de la diffusion, d'aller organiser des expos d'art plastique, par exemple, dans les communes, mais qu'il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de sensibilisation, vous n'aurez pas le public. Donc pour avoir le public, ça passe par la formation. La formation permet d'avoir un public, même si, bon, quand on fait le conservatoire, il y a plusieurs niveaux. Si c'est un conservatoire communal, vous allez gratter une guitare, vous allez avoir des notions de musique. Donc ça vous permettra de mieux apprécier un concert. Et c'est aussi vrai pour les arts plastiques, etc. Donc un public sensibilisé, formé, est un débouché pour des créateurs qui vont créer. Et après, donc voilà, ça donne une diffusion plus efficace et une démocratisation certaine de la culture. Et bien sûr, c'est, à mon avis, la condition sine qua non d'un vrai développement culturel. Très souvent, quand on parle culture, il y a une tendance au podium, quoi. C'est-à-dire qu'on va aller au concert, il y a l'artiste. On est toujours consommateur. On est dans un système de consommation qui nous consume en quelque part. Et là, il faut en sortir. Mais sortir, c'est former, c'est avoir des gens avertis, capables d'apprécier. Vous savez, quand les jazzmen venaient ici, je me souviens encore des Black Messengers, ils sont les publics. En Martinique, on a beaucoup de gens, de mélomanes, des gens très avertis. Attention avec l'oreille qu'il faut. Mais eux, c'était à Fort-de-France, pas vrai. Donc ils montaient en niveau en fonction du niveau, enfin, comment dirais-je, de réception du public. C'est très important. Donc cette interaction publique, créateur, public, artiste, etc. Vous avez été pour, durant votre mandat, un projet de loi qui visait à revaloriser l'aide à la continuité territoriale, qui a été voté à l'Assemblée nationale. Je peux vous faire une confidence. Allez-y. J'ai du mal avec le concept de continuité territoriale. Parce qu'il faut qu'on soit cohérent. Je ne suis pas à dire que je suis pour le peuple, machin, mais je parle de continuité de quel territoire. Ça me paraît. Moi, je préfère, et c'est plus simple. Nous avons dit, nous avons les affaires baisser prix billet. C'est ça nous dit, que nous baisser prix billet. Et pourquoi nous avons baisser prix billet? Parce qu'effectivement, la réalité de notre pays a fait que, bon, il y a des jeunes qui sont partis, sont nombreux à partir, et ils laissent des parents quelquefois vieillissants, isolés. Et il est complètement inhumain, et c'est un élément de colonialité de voir que des jeunes, des moins jeunes ne peuvent pas aller voir régulièrement leurs vieux parents et que des vieux parents restent isolés. C'est inhumain, c'est complètement inhumain. C'est pour ça qu'il faut absolument, compte tenu de cette réalité d'une diaspora martiniquaise, on est dans une approche diasporique, et bien qu'on donne la possibilité aux Martiniquais qui vivent en France de venir voir le plus souvent que possible leurs parents, et qu'on donne aussi la possibilité aux parents d'aller vers la France quand ils ont des enfants qui y vivent. Et ça, c'est le prix du billet qui m'intéresse. C'est failli baisser. L'histoire de continuité territoriale, c'est deux concepts. Alors, bien sûr, il y a eu un amendement d'Adjar de 500 millions d'euros qui a été majoritairement voté. Bon, c'est de la continuité territoriale, mais j'étais pour, pas parce que c'est de la continuité territoriale, c'est parce que ça aurait eu un effet sur la baisse des billets. Exactement. Ça a été voté à la majorité des députés. Et abrogé par un 49.3. Le gouvernement Macron à coup de 49.3. Tout à fait. Alors pour revers de 49 ans. Et justement, vous avez bien fait de parler directement du prix du billet, puisqu'on va continuer un peu dans cette logique. La vie chère en Martinique. Alors, c'est un constat qui a été dressé, entre autres, par une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est un travail qui, durant votre prochain mandat, sera poursuivi
par votre main peut-être Alors, il faut sortir en collaboration. dans le contexte électoral actuel. Alors, il y a des gens qui vont vous raconter qu'ils vont faire, ils vont tout bon. Enfin, les conseils, ils sont partagés. On sait que la vie est chère, on sait que les billets sont chers, on sait que l'eau, bon, ça ne fonctionne pas bien, on sait que l'énergie est chère, on sait que le carburant est cher. Tout le monde sait ça. Bon, maintenant, l'opportunité que nous avons, en tant que Martiniquais, alliés des forces progressistes françaises, c'est le nouveau Front populaire. Avec des mesures très... Bon, les premières mesures, parce qu'il faut se dire que, compte tenu de la dissolution brutale et rapide de l'Assemblée nationale, on n'a pas eu beaucoup de temps pour se retourner. Donc ça fait que le programme du nouveau Front populaire a été élaboré très rapidement. Donc pour moi, c'est une sorte de débauche enrichie de programme. Donc on aura le temps de revenir dessus. Mais il n'empêche que déjà, d'ores et déjà, il y a quelques mesures qui sont très intéressantes pour nous sur la question des billets, du prix des billets, sur la question de la vie chère. Du blocage des prix notamment. Et le gel des enfin, il y a le bouclier qualité-prix qui veut l'améliorer, mais il y a aussi, bon, effectivement, le gel sur des prix pour les produits de première nécessité, l'énergie, le carburant, etc. Moi, je trouve ça très intéressant, mais c'est des questions qu'il faudra approfondir. Et il faudra partir, peut-être, cette fameuse commission d'enquête aura, bon, pourra être, enfin les conclusions pourront être utilisées sur les mécanismes de formation des prix. Et moi, je suis défenseur de l'octroi de mer. Je dis qu'il faut faire attention à ne pas toucher à l'octroi de mer, parce que pour moi, ce n'est pas l'octroi de mer qui est responsable de la vie chère. C'est le modèle économique que nous avons, notamment les monopoles, qui peuvent expliquer la réalité de la vie chère. Et d'ailleurs, dans le programme dont je parlais du nouveau Front populaire, il y a la question de la vie chère, mais mise en relation avec la question des monopoles. Il faut limiter les situations monopolistiques et oligopolistiques de notre pays. Alors, quand on parle de vie chère, on parle également de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que, quel que soit le prix, il faut pouvoir acheter. Et le pouvoir d'achat, c'est l'augmentation des revenus. C'est pour ça que je soutiens toutes les propositions de la NUPES, notamment sur l'augmentation du SMIC, sur l'augmentation des pensions de retraite et également sur l'augmentation du minimum vieillesse. Parce qu'on voit des personnes âgées, on voit des grands mondes qui vont au marché. Pour qu'ils savent, à 70 ans, si j'ai ma mère qui vend des marché à 70 ans, je préfère qu'elle fasse autre chose. Mais si elle a 300 € pour vivre, elle n'a pas tellement le choix, quoi. Donc il faut régler ces problèmes de revenus. Alors bien sûr, certains, notamment chefs d'entreprise, vous diront, ouais, mais 1500 € le SMIC en Martinique, c'est complètement fou. Mais non, mais il y a le principe, et maintenant c'est vrai qu'il faudrait que nous ayons une réflexion, il faudrait que nous ayons une démarche de co-construction, notamment avec les acteurs économiques. Mais bien sûr, les représentants des entreprises, oui, mais également les représentants des organisations syndicales, donc de salariés, de manière à nous mettre d'accord sur un SMIC qui soit de meilleur niveau que ce qu'il est aujourd'hui, et surtout aussi les revenus dans leur globalité, parce qu'il y a un gros problème, la pauvreté, c'est aussi le bas niveau des revenus chez nous, et on sait que la pauvreté et la précarité restent très importantes chez nous. Donc toujours, en fait, dans tout ça, dans un esprit de collaboration. De co-construction, de le dialogue, pour permettre aux personnes de sortir des situations très très compliquées. Je peux vous dire que sur le Nord, par exemple, il y a des situations hyper compliquées, de détresse, de misère, de souffrance, et on ne peut rester. Et c'est parce que justement les politiques macroniennes ont accru ces souffrances, parce qu'on a bien compris, le ruissellement, c'est quoi? C'est donner beaucoup, beaucoup aux riches et que les pauvres avaient les miettes, mais ils ont tellement peu que ça générait des difficultés, ça générait des tensions, et je pense que déjà le nouveau Front populaire, c'est la possibilité de sortir du macronisme et de revenir sur des mesures scélérates, comme les mesures sur les retraites, sur l'assurance chômage, etc., pour après construire des politiques publiques qui favorisent un petit peu le bien-être et l'épanouissement des gens. Eh bien, merci beaucoup. Avez-vous un dernier mot à ajouter à la caméra? Ben voilà, je suis candidat aux élections avec ma suppléante Océane Chaïrou. Nous avons été élus en 2022. Nous avions commencé un travail très intéressant, très déterminé sur des problèmes écologiques, le trait de côte, le chlordécone, les sargasses, sur des problématiques économiques aussi, concernant l'agriculture, concernant la pêche. Nous avons
nous estimons avoir fait un gros travail avec beaucoup d'interventions, beaucoup de propositions de loi, beaucoup de questions au gouvernement. Donc ce que nous demandons, en fait, c'est de pouvoir poursuivre ce travail en sachant que si nous avons ramé avec la Macronie à contre-courant pendant 2 ans, avec le nouveau Front populaire que nous représentons dans notre circonscription, c'est-à-dire celle du Nord, nous avons la possibilité de ramer dans le sens du courant, mais dans l'intérêt du peuple martiniquais et singulièrement des habitantes et des habitants du Nord. Donc, le 29 juin prochain, votez et faites voter Marcelin Nadeau et Cynthia Yoro. Merci beaucoup. Merci. Et on se retrouve le 29 juin dans les urnes en Martinique. Merci. En tout cas, merci.